La musique, que vous le vouliez ou non, relève de la politique, car elle détient un pouvoir, celui de faire croire ou celui de faire faire. Nombreux sont les gouvernements qui ont tenté de discipliner la création musicale ou tenté de l'amadouer. Tiken Jah Fakoly est une figure mondiale de l'engagement qui fut exilé de son pays, la Côte d'Ivoire, pour avoir pris position. À l'occasion de la sortie de son nouvel album acoustique, nous le recevons, il nous raconte tout. Cet album, c'est un album de reprise, mais en acoustique. Mais le message n'a pas changé. C'est un retour aux sources, justement. Mais moi, j'ai toujours rêvé de faire un album acoustique. Depuis très longtemps, j'en parlais. Et un album acoustique avec des instruments traditionnels qui ont bercé un peu mon enfance, puisque mon père écoutait de la musique guinéenne ou de la musique malienne, où il y avait tous ces instruments, la kora, le balafon, le ngoni. L'acoustique donne du pouvoir à la voix. Et le fait que la voix soit au-dessus, qu'elle soit mieux entendue, je pense que oui, ça fait que les gens ont plus accès au message. Je suis sûr qu'en écoutant cet album acoustique, il y en a qui vont se dire « Ah oui, j'avais écouté le morceau, mais je ne savais pas que c'est ce qu'il disait réellement. » En fait, moi, j'avais 11 ans et j'étais dans une ville du nord de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Odiéné, c'est là que je suis né. Et à 11 ans, j'aimais beaucoup danser. Donc mon père n'étant pas allé à l'école, donc on ne suivait pas trop ce qu'on faisait. Et il se couchait tôt. Et donc après 20h30, 21h par là, quand il allait se coucher, moi j'allais danser au lieu d'aller étudier. Et un jour, quelqu'un lui a dit que je dansais tous les soirs. Donc il m'a appelé, il m'a dit, mais écoute, j'ai appris que tu n'étudies pas. Moi je ne sais pas lire, je ne peux pas fouiller dans tes cahiers. Mais si jamais tu ne passes pas en classe supérieure, je vais t'expédier dans un endroit où tu ne pourras pas danser. Et donc évidemment, comme je n'étudiais pas, les résultats scolaires n'étaient pas bons. Et mon père m'a expédié dans son petit village. Et arrivé là-bas, j'ai remarqué que les jeunes du village, de temps en temps, organisaient des soirées dansantes. Et donc moi j'y allais. Et dès qu'on mettait les morceaux, je commençais à danser. Et comme je venais de la ville, j'étais un peu, comme on dit, à la mode. J'avais les dernières phases et tout. Et tout le monde s'arrêtait pour me regarder. Et à un moment, j'ai commencé à ne plus supporter que tout le monde vienne se mettre autour de moi, commencer à applaudir, voilà. Par contre, j'avais remarqué que quand il s'agissait de reggae, personne ne me calculait. Voilà, chacun dansait de son côté, je voyais les gens dans les vibes. Et donc j'ai dit, bon, écoute, désormais quand je vais aller à une soirée dansante, je vais attendre qu'on mette du reggae avant de me lever pour danser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à danser que c'est du reggae. Et c'est comme ça que un jour, je suis tombé sur un jeune Ghanéen qui était de passage dans mon petit village là. Et je lui ai demandé de m'expliquer les chansons de Bob Marley, de Barney Spears, de Peter Tosh, de U-Roy, etc. Et quand lui commence à m'expliquer les chansons de Bob Marley, là je découvre la lumière. Là, je découvre une musique qui me parle, une musique qui... Parce que moi, je viens du ghetto. Et donc, je trouve des messages revendicateurs, des messages d'éveil des consciences. Je trouve aussi dans le reggae de Barney Spears beaucoup d'histoires, hein, qui parlaient de Marcus Garvey, de l'esclavage. Et donc, c'est comme ça que je suis venu au reggae. Et puis, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à fredonner, enfin, à composer des chansons en djoula, dans ma langue maternelle. Mais je me disais non, tout ce que j'écoutais en ce moment, comme reggae, c'était en anglais, donc il fallait absolument attendre d'arriver au lycée ou à l'université pour chanter. Et puis il y a eu Alpha Blondy en 81, Alpha Blondy, pardon, en 82, qui a sorti Brigadier Savary, et qui chantait en français et en langue maternelle. Et je me suis dit, mais oui, je peux moi aussi, finalement, sans honte, chanter mes chansons devant les gens. Ah oui, c'est le reggae qui m'amène une conscience politique parce que au même moment où j'ai découvert
quand je découvre les significations des textes, je tombe sur un livre écrit par un Français sur le reggae. Le livre s'appelait Reggae Pur Sang. Et donc je me débrouille, je commence à lire un peu, et puis je découvre un peu le combat qu'il y a derrière le reggae. Tout ce que Bob Marley a fait comme conscientisation, tout ce qu'il a fait comme concert pour la paix en Jamaïque. Je découvre tout ça. Et donc je me dis, mais l'Afrique a besoin de voix comme ça, l'Afrique a besoin de combats comme de ce genre, je veux dire. Mon père était musulman, donc voilà, automatiquement je suis musulman, je suis devenu musulman. Et donc quand on m'a dit que c'est une religion, je me suis dit je ne peux pas pratiquer les deux religions. Mais pour moi, le rastafarisme, c'est un mouvement. Un mouvement voilà, qui permet de veiller les consciences. Je trouve que c'est bien que nous ayons une religion créée par nous-mêmes, puisque finalement la religion musulmane, ça vient de l'Arabie Saoudite, Jésus-Christ non plus n'est pas noir, et donc c'est bien qu'on ait une religion créée par quelque part les Blacks, et qui est comme prophète Haïlé Sélassié. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais je ne vais pas à l'église Rasta, mais je considère le rastafarisme comme un mouvement. Oh, moi je n'ai pas de problème avec le gouvernement ivoirien, seulement voilà, je suis considéré un peu comme l'artiste qui n'a pas changé. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils se retrouvaient dans mon message. Et puis, arrivés au pouvoir, je pense qu'ils pensaient que je vais arrêter de chanter des messages d'éveil de conscience, comme je le faisais quand eux étaient dans l'opposition. Et je pense que c'est ça qui n'a pas fonctionné. Et se rendant compte que je suis resté le même Tikenja, dénonçant l'état de la société, dénonçant la mauvaise gouvernance, les injustices, etc. Donc, je sens qu'on n'est pas très content de moi, puisque voilà, j'ai du mal à avoir des sponsors quand je veux organiser des choses. Je suis appelé rarement dans des événements qui ont un lien avec l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, voilà. Mais en même temps, l'opposition qui était au pouvoir avant pense que je suis avec le parti au pouvoir. Donc, c'est la petite dit que je suis comme une galette en Côte d'Ivoire qu'on appelle le gnomi. En fait, le gnomi, c'est une galette dont quand on commence à la faire, on grille un côté d'abord, et puis quand ce côté est bien cuit, on change et on grille l'autre côté. Donc je suis comme cette galette-là, devant grillé, derrière grillé. Mais c'est une bonne position pour le reggae, puisque le reggae doit rester impartial. Le reggae doit rester la voix des sans-voix. Et donc le reggae doit rester une musique contre-pouvoir. Donc c'est une musique qui ne doit jamais s'aligner derrière un gouvernement. Et donc moi, cette position me convient. Je pense que c'est une position qui est proche de la position que Bob Marley avait en Jamaïque. Parce que si Bob Marley a été victime d'une attaque par balle en pleine répétition, ça veut dire que voilà, il y a certains qui n'étaient pas contents de lui. Et donc, voilà un peu, voilà ma position un peu avec le gouvernement de mon pays. Ben, moi, en tant que panafricaniste, à chaque fois qu'il y a une union entre des pays, moi je suis content parce que c'est l'Afrique unie qui va gagner tous les combats. En réalité, il n'y a jamais eu de réelle union entre les pays africains. Sinon, on serait très très fort aux Nations Unies, on serait très respecté dans le monde entier. On n'est pas un bloc comme moi je le souhaite. Les États-Unis, c'est un bloc, c'est 52 États. L'Union européenne, c'est un bloc, c'est 26 États. La Russie, elle est grande, forte et peuplée, puissante. La Chine
elle est grande, forte économiquement, peuplée sur le plan population, et grande, ils ont beaucoup d'eau, beaucoup, voilà, etc. Et l'Afrique est divisée, la Côte d'Ivoire. Bon, on se retrouve dans des communautés souvent. On parle de l'Union africaine qui n'existe pas vraiment, puisque si vous faites un micro-trottoir, que vous demandez le rôle que l'Union africaine joue dans le développement du continent africain ou dans la défense du continent africain, vous verrez que l'Union africaine n'est pas vraiment connue. Donc moi je pense qu'il n'y a pas d'union vraiment concrète qui puisse nous donner une force. Et donc le départ de ces trois pays qui ont le même problème, parce que ce sont des pays qui sont en guerre contre le terrorisme, ce sont des pays enclavés, ce sont des pays qui sont... voilà, et je pense qu'ils se sont mis ensemble pour chercher des solutions à leurs problèmes. Parce que, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des coups d'État, mais si vous regardez, vous verrez que c'est tous des pays où il y avait beaucoup de problèmes par rapport à la démocratie. Voilà, disons, voilà, vous verrez que c'est des pays où les règles n'ont pas été respectées, etc. Et donc, pour revenir à votre question, je dis que chaque fois que 2 ou 3 pays vont se mettre ensemble pour mener des combats ensemble, pour moi c'est positif parce que c'est l'Afrique unie qui va gagner tous les combats. Et on peut considérer que s'ils réussissent leur mission, donc ces 3 pays, ça va intéresser d'autres et qui vont se joindre à eux. Et on espère que les pays viendront un à un pour se joindre à eux, pour que nous puissions représenter un bloc qui puisse être respecté sur le plan international. Voyez-vous, pendant des décennies, c'est la France qui a parlé aux Nations Unies au nom des pays africains francophones. Et nous ne pesons pas dans la balance quand il s'agit de voter une loi ou bien une sanction ou quelque chose, des sanctions ou quelque chose. Nous, en fait, pour qu'on nous demande notre avis, pour qu'on soit important, pour qu'on pèse dans la balance, il faut qu'on représente ce bloc de 54 pays. Et même si aujourd'hui il y a 10 pays africains qui se mettent ensemble, on verra qu'ils seront plus respectés que les pays divisés comme ça. Moi j'ai espoir, moi je suis un Africain optimiste. Moi je ne vois pas, vous savez, quand je regarde l'histoire de la France, ou de la Belgique, ou des États-Unis, et que je compare à l'histoire de l'Afrique indépendante, soi-disant, voilà, l'Afrique a été libérée de l'esclavage, de la colonisation, je dirais, à partir de 1960. Ça fait seulement 60 ans que nous avons été libérés de tout ça. Et quand je vois le chemin, sinon l'histoire de comment la France est arrivée aujourd'hui à la démocratie, à la stabilité, etc., si on veut regarder d'où ils sont passés pour arriver là, on peut aller jusqu'à 200 ou 300 ans en arrière. Oui, donc nous avons seulement 60 ans en tant que nation libre. Et donc il faut nous donner le temps aussi d'écrire notre histoire. Et puis l'Afrique a des avantages incroyables. Vous savez, c'est l'un des plus grands continents, c'est l'un des continents les plus riches, c'est l'un des continents où la population est jeune, c'est l'un des continents qui détient la majorité des matières premières dont les pays occidentaux ont besoin aujourd'hui pour continuer leur développement. C'est l'un des continents où dans la majorité des pays, il fait beau tous les jours. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez tous les jours. Alors quand vous êtes à Bruxelles ou en France, vous pouvez vous habiller en bas du manteau autrement, mais le manteau est exigé tous les jours. C'est-à-dire que les gens vous verront pendant 1 mois dans le même manteau. Bon, c'est propre, mais c'est quand même le même manteau, quoi. Et donc, l'Afrique a tellement d'atouts, moi je ne vois pas de raison d'être optimiste, d'être pessimiste. Voilà, c'est un pays qui a beaucoup de force. Maintenant, le président actuel du Mali est beaucoup apprécié sur le plan popularité, en tout cas, de la jeunesse africaine. Voilà, je pense, j'ai l'habitude de dire que moi j'attends la fin du film. J'attends comment est-ce que le président du Mali va tenir jusqu'à la fin. Je pense d'ailleurs que s'il est encore là, c'est parce que le peuple adhère à son idéologie, à son combat, qu'on trouve des solutions pour que les Maliens puissent mieux vivre
tout ça, donc j'ai beaucoup d'attentes. La position que les dirigeants maliens ont prise par rapport à dire à l'Occident que le Mali va se battre lui-même pour mener sa guerre. Voyez-vous, depuis très longtemps, on nous a fait croire qu'on n'est rien sans les autres. Voilà. Quand le Libéria a des problèmes, on va faire appel aux États-Unis. Quand la Sierra Leone a des problèmes, on va faire appel à l'Angleterre ou je ne sais pas quel pays, etc. La France est toujours présente en Côte d'Ivoire quand il y a des élections, quand il y a des problèmes. Bon, donc, on veut nous maintenir, on voulait nous maintenir dans une dépendance qui ne dit pas son nom, avec les ONG qui viennent donner de l'argent, avec le FMI et la Banque mondiale. L'expérience aujourd'hui que le Mali est en train de vivre, c'est une nouvelle expérience d'indépendance, de liberté. Le Mali et ses dirigeants et le Burkina Faso et le Niger se sont donné le droit d'aller voir qui ils veulent. Parce qu'avant, vous ne pouvez pas aller voir la Russie ou dans tel pays sans rendre compte à l'ancien colon. Et donc, moi, je dirais que j'attends la fin du film, mais que je trouve déjà très courageux les positions prises par ce pays-là. Quand vous parlez de producteurs de café, nous ne sommes pas à l'arrière du train, nous sommes devant. Nous sommes parmi les premiers producteurs de café. Quand on parle de chocolat, on parle de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde, avec 40 ou 45%. Le Ghana est deuxième producteur avec 20%. Le Nigeria à 15%. Donc nous sommes déjà à presque 80% de la production mondiale du cacao, donc du chocolat consommé. Bon, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de petits blancs ou beaucoup de petits européens ou américains qui n'aiment pas le chocolat. Vous voyez un peu. Et donc, mais cette Afrique-là, avec toutes ces matières premières, elle doit être devant. Et donc moi, mon rêve, c'est de voir l'Afrique devant et non derrière. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'arrière du train et notre place, elle n'est pas normale. Quand tu vois le potentiel qu'on a, si le monde est une chaîne, je pense qu'on ne peut pas enlever la partie Afrique. Si on enlève l'apport de l'Afrique, le monde fonctionnerait difficilement. C'est pourquoi je me battrai toute ma carrière pour parler d'unité, de rapprochement pour que nous soyons forts. Vous êtes artiste, vous aussi vous voulez changer le monde, vous avez des choses à dire, vous voulez construire votre afrotopie, contactez-nous.